Bonjour. Soir, bonsoir. Il y a quelques semaines, j'ai sorti une vidéo sur Spider-Man. Et en commentaire, on pouvait voir que certains étaient irrités à l'idée que je critique leur film préféré ou alors que j'encense un film détesté. Ce que je peux comprendre, oui. Moi aussi, ça me ferait chier qu'un connard qui sort de nulle part vienne me dire que mon film préféré est nul. Mais du coup, j'avais évoqué l'idée d'en faire une vidéo pour expliquer clairement mon avis et mon analyse sur ces films. Alors honnêtement, je peux pas tout expliquer, tout analyser. Pour le coup, il faudrait que je fasse une vidéo de 10 heures pour ça et je ne rigole pas. Et comme j'ai la flemme, je vais plus évoquer tous les points qui ressortent le plus de ces projets tout en gardant une certaine continuité par rapport à l'ordre de sortie et au déroulement des films. Mais comme je suis aussi un gros connard, je vais toujours faire en sorte d'aller dans le sens inverse des avis des gens. Parce que bon, faire une vidéo sur un film que tout le monde kiffe en expliquant pourquoi faut que tout le monde kiffe, j'en vois pas trop l'utilité. Et inversement, quand tout le monde déteste, et pour dire que c'est de la merde. Du coup, préparez-vous à avoir une vidéo sur chaque saga. Une sur celle avec Tobey Maguire, une sur celle avec Andrew Garfield, et aujourd'hui on s'attaque à celle avec Tom Holland. Bon déjà, je vais le répéter à chaque début de vidéo pour que ça soit clair, net et précis, j'aime tous les films Spider-Man. Certains moins que d'autres et c'est normal. Mais c'est à chaque fois pour moi un plaisir de revoir chacun de ces films, même s'il y a des choses vraiment mauvaises dans la plupart. Et pour continuer d'être honnête, tout ce que je dis dans cette vidéo est mon interprétation, mon analyse et mon avis sur ces films. Mon Spider-Man préféré est Tom Holland, mon film Spider-Man préféré est Spider-Man 1 de Sam Raimi avec Tobey Maguire, et enfin l'acteur qui incarne selon moi le mieux Spider-Man à l'écran est Andrew Garfield. D'ailleurs, pour éviter la confusion, j'éviterai d'appeler Peter Parker, mais plutôt par le nom de son interprète. Donc en gros, Andrew Garfield, Tom Holland, Tobey Maguire, vous avez capté. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Maintenant, pourquoi Tom Holland est objectivement le meilleur Spider-Man des trois ? Bon, c'est un petit peu de la triche puisque contrairement aux autres incarnations du personnage, Tom Holland est dans le MCU, et donc son histoire se poursuit non seulement à travers ses films solo, et aussi à travers ses péripéties dans les films Avengers et autres. Donc je peux pas faire semblant que ces films n'existent pas, parce qu'ils restent malgré tout importants pour l'évolution du personnage, ce qui va venir directement impacter ses films solo. Donc analysons seulement les moments de ces films où Spider-Man est à l'écran. Dans Civil War, le personnage apparaît au milieu du film lorsque Tony Stark aka Iron Man est à la recherche d'aide pour affronter Captain America. La scène avec notre héros préféré s'ouvre alors sur un plan du Queens, parce que c'est là qu'il habite et où il a toujours habité à ses débuts dans les comics. Pour nous introduire le personnage d'une manière intéressante, un plan séquence de 25 secondes va être fait sur l'acteur de dos pour qu'on se pose la question « Est-ce que c'est bien lui ?» Plein d'autres détails vont venir confirmer que c'est Peter Parker, son sac à dos et ses vêtements montrant qu'on a affaire à quelqu'un de jeune. On peut aussi deviner sa situation financière grâce à ce truc qu'il a dans les mains qui a l'air d'être un lecteur DVD pourri des années 2000. D'ailleurs, on en reparlera plus tard. À la fin de ce plan séquence, Peter dévoile enfin son visage en parlant à sa tante May et en lui disant « Hey May, t'as vu la voiture de fou dehors ?» Venant accentuer l'idée que le personnage est loin d'être riche, au point qu'il a pas l'habitude de voir une Audi R8 dans son quartier. Oui, la voiture d'Iron Man, c'est une R8, comment je le sais, t'inquiète pas. Ensuite, la scène s'enchaîne, on comprend que Peter est choqué de voir Stark chez lui et rentre dans son petit jeu de mensonge. D'ailleurs, le fait de mentir en parlant d'un concours et de stage laisse suggérer que Peter serait vraiment intelligent, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouvait déjà dans les premières minutes de Spider-Man 1 quand Tobey parlait avec Norman Osborn, un autre richissime mec qui se déguise en armure avec des gadgets qui peuvent le faire voler. Si on observe bien, on peut aussi voir que Peter porte un t-shirt pizza qui imite l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, montrant aussi le côté intelligent, insouciant et drôle du personnage. Et en fait, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est des détails de mise en scène bien foutus qui introduisent comme il faut le personnage pour qu'on sache tout ce qu'on a besoin de savoir sur lui. La scène continue avec une discussion privée entre Tony et Peter et laisse présager à quel point cette nouvelle relation installée va être géniale. Peter peut pas dévoiler qui il est à Stark, mais celui-ci est déjà au courant et le lui montre. Et comme il peut pas le nier, c'est là qu'il va se mettre à se présenter en tant qu'héros. Il s'appelle Spider-Man, il a des pouvoirs qui le rendent très fort. Il est pauvre au point qu'il demande à Stark si son stage est rémunéré, que ses costumes et gadgets ont été fabriqués
fabriqués à partir de déchets, ce qui nous fait comprendre pourquoi il avait ça dans les mains en arrivant. Il est aussi très intelligent parce qu'en plus ces gadgets impressionnent Stark, qui je le rappelle est un génie également. Peter ne veut pas que sa tante soit au courant de ses activités parce qu'apparemment elle aurait vécu des choses tristes dernièrement, clin d'œil à tous les mecs qui disent que Oncle Ben dans le MCU n'existe pas. En plus son existence est évidente puisqu'on pouvait voir que May avait une bague au doigt. Par la suite Peter va dire que s'il agit en tant que héros c'est parce qu'il pense que quand on n'agit pas pour aider les gens alors qu'on en a les moyens, les conséquences seront de notre responsabilité. Et rien que là, notre Spider-Man est établi. Il est jeune, fort, pauvre mais riche intellectuellement, et son passé lui a inculqué qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et que sa vie en est directement impactée lorsqu'il évoque le fait qu'il ne peut plus faire de sport par peur de niquer tout le monde et qu'il ne peut pas mettre en danger ses proches. La scène se termine sur Peter acceptant l'offre de Stark mais garde malgré tout des doutes. On le revoit lors du combat de l'aéroport et là on est plus sur du Spider-Man que du Peter Parker. Il parle beaucoup, essaye d'être drôle, se sert de ses références de la pop culture pour combattre ses ennemis et s'intéresse aux gadgets et aux techniques de combat de ses adversaires, ce qui va lui valoir justement de se faire avoir à chaque fois. J'aime beaucoup la façon dont Tom Holland interprète ce personnage. Il est jeune, maladroit, limite mal à l'aise quand il parle aux super-héros comme si lui-même savait qu'il est pas du genre à collaborer avec d'autres personnages. Ce qui fait partie du perso dans les comics. Dans toutes ces histoires sur BD, Spidey a toujours été le gars qui n'a jamais réellement voulu être un Avenger et préfère se contenter de son statut d'araignée sympa du quartier. Et beaucoup de gens disent que dans ces films c'est l'inverse, que Tom Holland c'est un fanboy des Avengers alors que pas du tout. À aucun moment il ne dit ça. Dans sa chambre, il n'y a aucun poster ou signe de fanboyisme envers les super-héros comme pourrait le faire Kamala Khan aka Miss Marvel. Certes, il dit qu'il est un big fan de Captain America, mais en même temps, c'est le symbole de son pays et il va pas non plus se mettre à détester les super-héros pour rien. C'est un Peter Parker qui a littéralement grandi dans cet univers plein de héros, donc évidemment que quand il en devient un, il les voit comme des exemples à suivre. Et souhaite même en devenir un. Alors je sais, certains vont déjà me dire que je me contredis par rapport à ce que je disais sur ce que pensait le personnage des Avengers dans les comics, mais justement, on va voir par la suite pourquoi c'est devenu une excellente idée qui fait revenir le personnage aux sources. Revenir aux sources. Retour aux sources. Retour de ce qui fait Spider-Man. Spider-Man. Retour à la maison. J'essaye de faire une transition. Spider-Man Homecoming. Je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais ce titre fait référence au fait que Marvel a récupéré vite fait les droits du personnage et que Homecoming est une tradition américaine fêtant la rentrée scolaire et donc symboliquement la rentrée de Spider-Man dans le MCU. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est cette idée de revenir aux sources, parce que le titre est aussi là pour évoquer ça. Le fait qu'on va renouveler l'histoire du personnage pour se détacher des précédentes adaptations et des comics dans sa forme, mais en gardant et en respectant le fond. Par exemple, MJ, c'est pas vraiment la même. Pareil pour Ned Leeds ou pour Flash, on change légèrement leur personnalité, leur physique pour correspondre aux idées du film tout en gardant leurs relations respectives. Ned, c'est le pote de Peter, Flash, son bourreau qui lui casse les couilles, et MJ, elle, c'est encore plus différent car le personnage ne la connaît pas encore et est en crush sur un autre personnage qu'on n'a jamais vu en live action, aka Liz Allen, l'une des premières petites copines du héros dans les comics. Après, je vais pas tous vous les évoquer, mais on peut aussi voir Betty Brandt, qui est aussi très différente de la version de Raimi, mais qui garde un esprit journalistique, Aaron Davis, l'oncle de Miles Morales, Mike Gargan, aka le Scorpion, Herman Schultz, aka le Shocker, bref, plein d'autres persos qu'on n'avait pas vraiment vus auparavant. Le film s'ouvre sur Adrian Toomes, le méchant du film, qui de base travaillait dans une entreprise de nettoyage, puis se retrouve finalement au chômage après que Damage Control, une organisation gouvernementale créée en partenariat avec Tony Stark, le vire de son chantier et fait ruiner son entreprise. Après plusieurs années, celui-ci devient un trafiquant d'armes et de technologie alien et se fait appeler le Vautour. Et rien qu'avec ses premières minutes, on comprend que le Vautour va être un personnage extrêmement bien adapté. Faut savoir que dans les comics, Adrian Toomes se fait trahir par un partenaire d'affaires et devient le Vautour grâce à des technologies qu'il a développées pour se venger. Et la différence se fait que dans le MCU, ce partenaire qui le ruine, c'est Tony Stark. Et il veut pas réellement se venger de lui, mais voue quand même une haine envers les riches, car il est dépeint comme un ouvrier ordinaire qui se voit exclu par les puissants. Et donc va venir commettre des crimes, car il croit que le système est contre lui et que ses actions sont légitimes pour soutenir ses besoins. Et désolé de vous le dire, c'est un excellent travail d'adaptation. C'est à la fois similaire aux comics et différent pour pouvoir intégrer ça dans la continuité du MCU et dans ce que veut raconter le film.
Toute cette présentation du personnage est là pour faire face à une critique qui a été faite comme quoi le vautour serait plus un méchant d'Iron Man que de Spider-Man. Sauf que le vautour en a rien à foutre d'Iron Man, et surtout dans les comics, il devient méchant pour confronter son partenaire de travail, donc c'est pas non plus un méchant de Spider-Man, mais un méchant du mec random qu'on a vu que dans un comics. Et évidemment, je pense pas ça. Le vautour est un méchant de Spider-Man parce que les deux sont intimement liés par leur motivation et leur sens du devoir et de la morale, et ça c'est quelque chose qu'on explorera plus tard. Ensuite, le générique Marvel Studios commence avec pour musique de fond le thème original du dessin animé des années 60, et beaucoup se sont plaints du fait qu'ils n'ont pas gardé ce thème en tant que thème principal du film, sauf que non. Ce thème symbolise aujourd'hui Spider-Man sous n'importe quelle forme audiovisuelle, et donc il peut pas être associé à cette nouvelle version qui doit avoir sa propre personnalité. C'est pour ça que Michael Giacchino a composé un nouveau thème pour rendre ce Spider-Man identifiable. Et je sais pas vous, moi j'adore cette bande son. Faut savoir qu'à mon premier visionnage de Homecoming, j'avais détesté. Après j'ai grandi, mes avis ont évolué sur certains films dont Homecoming, mais s'il y a bien un point qui n'a pas changé, c'est la qualité exceptionnelle des BO de ces films. L'histoire continue avec une scène plutôt amusante et inattendue de Peter qui filme son voyage lors des événements du précédent film. Et toute cette séquence est là pour nous montrer le côté fun et maladroit du personnage tout en gardant ce qui nous a été installé dans Civil War. Le fait de tout filmer comme une sorte de reportage ou de vlog est aussi très intelligent parce que filmer et photographier des trucs, ça fait partie de Peter Parker. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on verra plus trop par la suite et c'est bien dommage. Ensuite, on a une discussion qui met en évidence l'un des points principaux qui est abordé dans ce film, la relation Peter Parker-Tony Stark. Dans Civil War, Peter affirme à certains moments qu'il est là pour impressionner Stark, et dans ce film, on vient nous dire qu'il fait ça pour essayer de devenir un Avenger. Et Stark lui enseigne qu'il doit pour le moment se contenter d'être la petite araignée sympa du quartier. Ce qui fait chier Peter, car comme un gamin normal, celui-ci voit être quelqu'un de grand. Il a des ambitions, et c'est un des sujets qu'aborde ce film, l'émancipation de Peter Parker. Chercher à prouver qu'il est digne d'être un grand héros en essayant de sortir de l'ombre que lui fait Iron Man, qui l'empêche d'évoluer, mais on reviendra plus tard sur ce point. Je vais un peu accélérer pour la suite, mais on peut résumer ça par Peter qui vit sa vie d'ado, il va en cours, et ça l'emmerde parce qu'il sait qu'il peut faire bien plus que rester assis sur une chaise, mais il reste malgré tout très intelligent, comme on peut le voir à certains moments, ce qui fait qu'il est considéré comme un loser, lui et son pote Ned Leeds. Mais ce qui est intéressant dans ce genre de séquence, c'est le fait qu'on voit à quoi ressemble le MCU du point de vue des jeunes. On sait qu'ils étudient certains super-héros comme Thor pour parler de la mythologie nordique, on peut apercevoir une frise chronologique dans laquelle certaines personnalités super-héroïques intelligentes apparaissent comme Bruce Banner aka Hulk. Certains étudiants s'intéressent même à la vie de ces héros et en font des jeux comme Kiss, Marry, Kill. Bref, on nous offre une nouvelle perspective du MCU plutôt sympathique. Après les cours terminés, vient enfin le moment où Peter peut enfin changer d'identité et devenir Spider-Man, et suivre un enchaînement d'actions digne d'une araignée sympa du quartier, aider les vieilles dames à traverser la route, empêcher quelqu'un de voler un vélo, bref, des choses qu'on ne voit pas assez souvent au cinéma avec Spidey, alors que ça fait partie de l'essence même du personnage. D'ailleurs, ce qui me fait kiffer dans ce passage, c'est la réaction des gens. On voit qu'ils sont assez mitigés sur ce héros. Certains le kiffent, d'autres le connaissent à peine, d'autres ne lui adressent même pas la parole, voire viennent à l'insulter pour avoir essayé de jouer les héros. Et c'est cool car ça c'est pareil, dans les comics, Spider-Man n'est pas adoré de tous. Plein de New-Yorkais ne sont pas d'accord avec ses actions et je parle pas que de J. Jonah Jameson. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouvera également dans No Way Home et qu'on retrouve aussi dans les jeux Insomniac. Parce que même si ça fait pas partie de l'intrigue, quand vous essayez d'interagir avec des New-Yorkais, certains vous kiffent, vous font des éloges et d'autres vous manquent de respect. Et le grand nous montrer ta tronche, saleté de justicier! Et cette séquence est aussi là pour montrer un héros encore peu expérimenté. Il essaye de faire de son mieux, mais fait quelques bourdes par-ci par-là. Même au niveau de ses déplacements, beaucoup critiquent le fait qu'il n'y a pas assez de scènes de voltige comme dans les films de Raimi ou de Webb, sans se poser la question de pourquoi ils l'ont pas fait. Parce qu'il y a une raison derrière, c'est Spider-Man qui débute dans le métier. Il y a littéralement un plan de Peter qui se casse la gueule en essayant de se balancer. Ce qui est aussi une référence à Spider-Man 1 quand Tobey essaie de voltiger pour la première fois. La séquence se finit sur Peter qui fait un résumé de sa journée à Tony Stark, montrant que le personnage dépend réellement de lui pour agir en tant que super-héros. Et ça, c'est pas bien, parce que Peter normalement agit en tant que Spider-Man, non pas pour se la péter en tant qu'Avenger, mais parce que c'est son devoir de super-héros. Mais évidemment, je suis pas débile, je vais attendre la fin du film pour critiquer ce point parce que oui, c'est justifié pour l'évolution du personnage. Car quand Peter va par exemple à la soirée de Liz, celui-ci est sur le point de débarquer en Spidey pour se la péter et faire la fête avec tout le monde. Sauf qu'au final, il préfère aller arrêter des criminels parce que Spider-Man n'est pas une attraction et celui-ci se sent obligé d'y aller. Mais du coup, pour quelle raison? Parce que c'est son devoir ou parce qu'il veut impressionner Stark? Pareil pour plus tard, Peter préfère aller arrêter le vautour plutôt que de rester s'amuser avec ses amis et sa crush, mais cette fois, il y va en ayant hacké son costume, parce que Stark l'avait bridé et posé un tracker à l'intérieur. Et donc est-ce que à ce moment-là du film, Peter dépend encore de Stark? La réponse est encore oui. Pour le moment.
Parce que le fait que Tony l'interdit de faire plus qu'il ne fait déjà, qu'il ne lui fait pas entièrement confiance au point qu'il intègre un tracker et des gadgets automatiques dans son costume, qu'il fait appel au FBI pour régler certaines situations pour que Peter ne se confronte pas au danger. Et évidemment, tout ça a fait dire à certaines personnes que gna 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 c'est plus Spider-Man mais Iron Boy Jr. Est-ce que vous avez vu le film ? Du moins, l'avez-vous compris ? Tout le principe, c'est de montrer que Spider-Man doit se détacher d'Iron Man pour devenir un véritable héros. Le costume high-tech que lui a fabriqué Stark représente cette fameuse dépendance d'Iron Man qu'a le personnage de Tom Holland, qui l'empêche inconsciemment de devenir meilleur, car il pense n'être rien sans le costume, alors que justement, le premier face-à-face contre le vautour, Peter le perd à cause du parachute que Stark a implanté dans son costume. Le second, à cause de la technologie du costume qui fait n'importe quoi. Donc non, ceux qui disent que Spider-Man n'arrive à rien sans Iron Man, c'est faux. Il le sauve peut-être de la noyade à un moment donné, mais noyade causée par son parachute qu'il a intégré. Il empêche peut-être le ferry de couler, mais c'est à cause du FBI envoyé par lui que le vautour a le temps de s'équiper et de tout niquer. Et le seul moment où Peter arrive à sortir victorieux d'un combat, c'est quand il ne peut compter que sur lui. Pas de costume, pas de technologie à la fin, il a même plus de lance-toile, mais réussit quand même à faire en sorte que tout le monde s'en sorte sain et sauf. Après, si je peux être honnête, si des gens appellent ce personnage Iron Boy Jr., c'est sûrement parce que le film n'est pas assez clair sur les idées qu'il veut transmettre, et ça peut être considéré comme un défaut. Mais après, faut pas faire les aveugles non plus. Beaucoup traitent le Spidey de Holland d'assisté, alors qu'à part son costume, il a rien d'autre de fou. Ses lance-toiles, c'est toujours lui qui doit les fabriquer, il a toujours pas d'argent au point qu'il a un vieux téléphone pas ouf et cassé, quand il perd son sac à dos, il doit aller en cours en portant ses affaires, et il se met constamment en danger inconsciemment. Il veut tellement faire de son mieux qu'il en oublie sa propre santé et que ça doit être Ned et Tante May qui doivent lui rappeler de faire gaffe. D'ailleurs, parlons de Tante May dans ce film. Ça va. Oui, ça c'est sûr, c'est la moins bonne Tante May qu'on ait eue en live action. Mais dans Homecoming, ça va. C'est plutôt dans les suites où j'ai du mal avec elle. Parce que dans Homecoming, elle est très cool. Marvel lui a donné un aspect de grande sœur par moment, elle prévient Peter des dangers extérieurs, elle s'inquiète pour lui quand il ne répond à personne, l'aide dans les moments où il en a besoin, et elle au moins a compris que Stark était toxique pour Peter et le fait comprendre dans cette scène. Bref, elle est tout ce qu'on attend d'une Tante May, mais c'est tout. Ça va pas plus loin avec le personnage, et c'est bien dommage. Après plusieurs scènes de Spidey qui enquête pour arrêter le gang du vautour, ce qui est d'ailleurs très cool parce que Spidey a toujours eu un petit côté enquêteur. Alors on n'est peut-être pas au même niveau que Batman, mais ce côté enquêteur existe. Parce que c'est l'inspecteur Spider. J'espère que vous avez la ref, sinon c'est gênant. On peut maintenant venir directement au passage du ferry où Tony fait la morale à Peter sur le fait que ça soit à cause de lui que tout a foiré. Et dans un sens, oui. Si Spidey ne serait pas intervenu, le FBI aurait sûrement arrêté le vautour. Tout comme si le FBI ne serait pas intervenu, c'est Spidey qui aurait sûrement arrêté le vautour. Donc les deux sont fautifs l'un pour l'autre, mais Stark prend le dessus en se servant de la carte de l'adulte responsable qui n'a jamais causé de problème auparavant, clin d'œil, clin d'œil. Donc à ce moment-là, Peter est perdant uniquement parce qu'il est jeune et que Tony ne lui fait pas entièrement confiance. Mais ce qui est intelligent, c'est que Stark lui reprend son costume, et il lui dit que leur relation est terminée et qu'il doit maintenant se contenter de ne plus rien faire et de vivre sa vie d'ado. Et c'est ce qui va se passer pendant quelques minutes. Peter arrête d'être un super-héros, retourne en cours, va au bal avec son amoureuse et on pourrait se dire waouh, quelle fin de merde. Et là, plot twist, le père de Liz, c'est le vautour. Et je trouve que ça fonctionne très bien parce que rares sont ceux qui l'avaient deviné. Le film n'aborde à aucun moment qui sont les parents de Liz. On sait juste qu'ils sont très riches quand on voit leur villa de fou. Et comme Liz est métisse, on peut se douter qu'elle a un parent blanc et un parent noir. On sait aussi que Tooms a pas mal de thunes grâce à ses activités et a une famille et au moins un enfant, car c'est ce qui est suggéré dans la toute première scène du film avec le dessin des Avengers. Mais à aucun moment le film ne met en avant un de ces éléments et nous les fait glisser sous notre nez pour que quand le moment arrive, on se refait un flashback de tout le film et on se dit putain c'était sous notre nez depuis le début. Je suis quasiment sûr que beaucoup comme moi ont été surpris et n'avaient même pas compris que c'était vraiment le père de Liz. Parce que perso je croyais vraiment qu'Adrian Toomes venait de kidnapper une famille. Et c'est quand la scène avance qu'on voit qu'il a un comportement normal, une femme et une fille qu'il aime, bref, une vie de famille quoi. Et donc c'est terrifiant de voir le contraste entre comment le personnage a été tout le long du film et comment il est avec sa famille. Après je vais pas trop vous parler de la scène de la voiture qui suit parce que tout le monde sait à quel point elle est géniale, que ça soit par la mise en scène, la tension qu'elle nous fait ressentir et tous les enjeux du film qui refont surface d'un coup. Mais ce qui est important à ce moment du film, c'est que c'est à partir de là qu'on comprend que Peter Parker n'agissait pas seulement pour faire plaisir à Stark, mais aussi parce que ça a toujours été son devoir d'arrêter les criminels, ses responsabilités. Maintenant qu'il sait qui est Adrian
Brian Toombs et ce qu'il compte faire, il ne peut pas attendre que quelqu'un d'autre agisse, car si des personnes viennent à être blessées ou tuées à cause des trafics du vautour, ça sera de sa responsabilité. Et oui, je viens de dire littéralement ce que disait Peter dans Civil War. Comme quoi on dirait bien que ce Spider-Man a compris avant même son premier film qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, là où Andrew Garfield, même après 2 films, c'est pas vraiment le cas. Mais ça évidemment, on le verra dans la prochaine vidéo. Quoique, la prochaine vidéo c'est peut-être ma vidéo sur The Forest, faudrait que je la sorte hein. Donc prochaine vidéo The Forest, restez branchés, j'ai bégayé, restez branchés. Du coup, alors que Peter pourrait très bien rester avec sa bien-aimée et ses amis pour faire la fête parce que Stark n'en a plus rien à battre de sa tronche, bah il part quand même arrêter le vautour en retournant avec ses équipements fondamentaux car c'est un vrai super-héros. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est le dilemme de Peter entre choisir de rester avec sa copine et alors fermer les yeux sur le vautour car de toute façon on lui reprochera pas de pas avoir agi, ou alors aller arrêter le vautour, se mettre en danger, détruire la vie de la fille qu'il aime en arrêtant son père, mais au moins avoir fait face à ses responsabilités. Je rajouterais même plus, cette séquence, c'est comme ce qu'il se passe avec Oncle Ben. Peter pourrait très bien laisser le vautour s'attaquer à l'équipement d'Iron Man après ce que celui-ci lui a fait, pour se venger, mais ça ferait de lui quelqu'un d'irresponsable avec des conséquences terribles. Ensuite, on a une scène où Peter affronte le Shocker et c'est pas terrible, soyons honnêtes. Ce Shocker est inintéressant, les scènes d'action sont pas très spectaculaires et il se fait bolos en 2 minutes. Bon, en soi, le Shocker ça a toujours été le méchant secondaire qui se fait bolos en 2 minutes, mais quand même. Après, il y a une scène pas non plus incroyable de Peter qui conduit la voiture de Flash, ce qui reste quand même un peu drôle parce qu'on peut voir les combinaisons de pouvoirs de Spidey avec un véhicule, mais encore une fois, c'est pas oufissime. Et enfin, le dernier face-à-face entre Peter et le vautour arrive. Cette scène met en évidence plein de parallèles entre les deux personnages sur leur motivation. Tous deux se battent en menant une double vie pour leurs proches et cherchent à se faire une place dans un monde qui ne semble pas leur faire de cadeaux. Cependant, la différence réside dans la manière dont ils choisissent de réagir à ces défis. Peter choisit la voie de l'altruisme et de la responsabilité, tandis que Toombs opte pour la rébellion et la criminalité. Cette opposition montre que malgré leurs similitudes, ce sont leurs choix moraux qui les différencient profondément et qui font de Vautour un super méchant dans tous les sens du terme. Toombs finit par s'attaquer à l'araignée, celui-ci se fait démolir et se retrouve bloqué dans des débris, et là c'est pareil, la mise en scène est incroyable, la caméra qui reste toujours fixe et très rapprochée sur le personnage avec souvent des débris qui bloquent le champ de vision pour accentuer cette sensation d'enfermement. Les débris sous lesquels il est coincé symbolisent l'accumulation de ses doutes, de ses peurs, de ses responsabilités et du poids des attentes qu'il s'impose, à la fois en tant que jeune héros et en tant qu'adolescent. Et le fait qu'il arrive finalement à s'en sortir sans le costume de Stark symbolise qu'il n'est plus dépendant de lui et qu'il peut maintenant faire face à tous les défis mentaux et physiques que je viens d'évoquer par lui-même. Il finit par empêcher le vautour de réaliser le plus gros braquage de tous les temps sans le laisser mourir, accepte et assume la responsabilité d'avoir gâché la vie de Liz car c'était le plus juste à faire, attire quand même l'attention de Stark car Peter vient de prouver qu'il est meilleur que lui même sans technologie, Stark qui lui offre la possibilité de rejoindre officiellement les Avengers avec un nouveau costume aka l'Iron Spider, et Peter refuse car il sait qu'il doit être un héros à sa manière, en dehors de l'ombre des Avengers. Ça empêchera pas Iron Man de lui redonner quand même l'autre costume qui finit par changer de symbolique et devenir un objet identitaire plutôt qu'un objet de dépendance, afin de montrer à Peter qu'il lui accorde sa confiance et qu'il doit établir son propre chemin en tant que Spider-Man, indépendamment de l'influence d'autres super-héros. Mais également qu'il s'est rendu compte du poids des responsabilités que ça fait d'être Spider-Man et que à cause de ça, il sera sûrement jamais réellement prêt à être un Avenger. Alors que Thanos envoie des membres de l'Ordre Noir sur Terre, Peter, qui était pas loin, sent grâce à son Spider-Sense qu'un danger le guette. Il va donc aider les Vengeurs, et alors que Stark lui donne le devoir de veiller sur Strange, Peter se met en danger pour assurer le bien du magicien. Ce qui oblige Iron Man à lui donner l'Iron Spider de force pour lui redonner un peu d'air, mais aussi pour s'assurer qu'il n'intervienne plus en activant de force un parachute. Comme quoi Tony Stark va bien te faire foutre. Mais comme Peter n'est pas une merde, que ça soit humainement ou en termes de puissance, il arrive à rester accroché au vaisseau et à continuer sa mission avec les Vengeurs. Il sauve Doctor Strange de la torture d'Ebonimo avec Iron Man, et comme à son habitude, Stark lui impose des choses qui vont porter préjudice à Peter pour la suite, parce que celui-ci devient officiellement un Avenger. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Peter devient un Avenger par obligation, et non par volonté. Parce qu'on sait que ce personnage ne souhaite pas devenir Avenger, et vous allez me dire pourquoi il est resté avec eux sur le vaisseau alors. Look, when you can do the things that I can, but you don't. And then the bad things happen. They happen because of you.
Même pas besoin de répondre, les films le font déjà, peut-être qu'il faudrait les regarder. Spidey rencontre les Gardiens de la Galaxie, on montre bien que Peter a de la culture lorsqu'il interagit avec Star-Lord et c'est cool. Et la suite, on la connaît, ils affrontent Thanos, se font démonter, tout le monde meurt, et le détail sympa qu'on retrouve au moment de la mort de notre araignée, c'est qu'il s'excuse auprès de Tony. Pour quelle raison? On ne le sait pas vraiment. Il a commis aucune véritable erreur, mais ça fait encore une fois partie du personnage. Spider-Man est un héros qui essaie toujours de faire de son mieux, et quand il échoue, il met la faute sur lui-même pour essayer de devenir meilleur à l'avenir.